Salut à tous les survivalistes, c'est le petit survivaliste et aujourd'hui on va faire une petite vidéo mix pour vous parler d'un petit peu toutes les choses importantes dans le survivalisme dans certains cas. Donc ça me saoule. Donc je vous montrerai aussi un shuriken. Alors voici un shuriken. Ma technique pour le lancer, c'est-à-dire que je tiens une seule pointe et je le lance. Mais quand je le lance, il faut jamais que je laisse de jeu parce que sinon le shuriken risque de se retourner contre moi et frapper là. Il y a plusieurs techniques pour tenir un shuriken et je vais pas toutes vous... Merde, il est passé derrière. Je vais pas toutes vous les donner parce que ces techniques sont quand même assez faciles à trouver sur internet. Il y a déjà beaucoup de gens qui font qui montrent ce type de technique. Alors, j'ai pas besoin de vous les montrer. Vous voyez qu'un shuriken est quand même une très bonne arme pour attaquer de loin si on n'aime pas les armes à feu comme moi. C'est pas que j'aime pas les armes à feu, mais je préfère les armes blanches. Je trouve ça beaucoup plus guerrier. Enfin, une question d'honneur. Parce que moi je suis suivre un certain code d'honneur. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire le mix et je vais vous parler de vous repérer dans le temps et au niveau géographique si vous n'avez pas de boussole par rapport au soleil. Alors bien sûr au bout d'un moment on n'aura plus de montre. La montre, les piles de la montre au bout de... La montre peut se péter en tombant ou bien les piles de la montre peuvent s'épuiser au bout de 4-5 mois dans la forêt, ou elle peut prendre l'eau, enfin n'importe quoi peut arriver avec une montre et au final on n'a plus de repérage dans le temps, c'est-à-dire dans la journée on ne sait pas vraiment quelle heure il est et j'en ai marre de rater. Putain, ça se plante et ça rebondit. Saoule. Désolé. Donc voilà, au niveau du repérage dans le temps, on est baisé après. Et donc c'est toujours bien de pouvoir se repérer par rapport au soleil. Donc là, et c'est très bien aussi de pouvoir savoir on est quel mois. Parce qu'en fonction du mois, le soleil sera placé différemment. C'est-à-dire que là, il doit être à peu près 11h30 et le soleil est déjà au milieu. Putain, j'en ai marre. Je commence déjà à fatiguer là, parce que j'ai déjà fait une première vidéo. Mais mon portable a bugué, il a explosé la vidéo. Et donc l'a éteinte en plein cours et j'avais déjà presque fini ma vidéo. Alors je peux vous dire que ça m'a bien fait rager. Attendez, je vais nettoyer un peu. Alors oui, nettoyer son arme. Pour la nettoyer, je vous conseille pas trop d'utiliser de l'eau, à moins que vous en ayez plein. La salive, c'est très bien pour nettoyer une arme. Si vous avez besoin d'eau pour nettoyer votre arme, la salive est très pratique. Putain. Alors là, je comprends vraiment pas pourquoi ça se plante pas. Je suis vraiment désolé, il fait chaud. Je suis complètement crevé. J'arrive pas à planter le shuriken. Il faut vraiment que je le lance hyper fort pour qu'il se plante. Alors je comprends vraiment pas ce qui se passe. Peut-être parce que j'ai enlevé ma cible. Parce qu'en fait, pendant la première vidéo, elle s'était envolée. Et elle a foutu le camp parce qu'elle est trop défoncée. Et donc j'en ai acheté une deuxième. Et je vais l'utiliser. Mais dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc je vous ai dit pour vous repérer à peu près dans le temps. C'est-à-dire que là, comme d'habitude, le soleil se couche vers 18h30, 19h. Là, il se couchera vers 17h30, 18h. Parce qu'il a un petit peu, à peu près, entre 30 minutes et 1 heure d'avance sur l'avancée de l'heure. C'est pour ça que c'est très important de savoir en quel mois on est. Pour savoir les saisons et voir à peu près comment le soleil avance. Et surtout quand on se réveille, voir si on ne s'est pas réveillé trop tard pour pouvoir vraiment commencer à bouger ou quelque chose comme ça. Et donc maintenant se repérer au niveau géographique avec le soleil, c'est-à-dire que moi comme je suis situé en Guadeloupe, putain, normalement c'est censé être équilibré pour que ça tombe exprès sur un putain de truc pour que ça se plante. Vraiment désolé si je rage un peu, mais normalement je me suis bien entraîné avec et d'habitude je le rate pas autant. Je suis trop fatigué là, désolé. Voilà.
Et donc, moi je suis situé en Guadeloupe. Donc, le repérage géographique, c'est-à-dire que le soleil se lève à l'ouest et il se couche à l'est. Donc, oui, pour le shuriken, ne pas hésiter à lâcher le shuriken fermement. Hein. Vous inquiétez pas, c'est très solide. Ça se cassera pas. Tout ce qui peut arriver, c'est que la pointe se plie un petit peu. Mais avec la vitesse que ça a, ça rentrera toujours dans la peau. Même si c'est scié jusque là, ça entrera toujours dans la peau avec la vitesse que ça prend. Je crois que c'est à une vingtaine de km/h, peut-être même plus. Donc vous imaginez la vitesse que ça prend. Enfin bref. Donc maintenant, on va parler de la nourriture. On peut manger de la terre, des galettes de boue. Les indigènes, certaines tribus indigènes ou certaines tribus qui sont encore, on va dire, en vie aujourd'hui. Putain, j'en ai marre. Mes doigts glissent à cause de la transpi. Je sais pas si vous voyez, ma peau brille tellement j'ai chaud. Donc, oh putain. Eh merde. Bon, j'ai fait passer mon shuriken de l'autre côté. Je pense que je vais demander au voisin qui est dehors de le reprendre. Donc attendez quelques minutes. Et donc je vais vous laisser sur un petit peu la vision de quoi je vais parler. Donc voilà, vous avez eu le temps de lire. Bon, j'écris mal, hein, désolé. Donc maintenant je vais demander au voisin de me refiler mon shuriken. Au pire, vous savez quoi? Je lui demanderai après la vidéo. Et pour l'instant, je vais continuer à vous parler de ce que je dois vous parler. Alors la nourriture, donc voilà, les galettes de boue, c'est si on n'a vraiment rien à manger. Sinon, on peut manger aussi des vers. Je vais mettre à l'ombre pendant que je fais pas une shuriken. On peut aussi manger des vers. Alors les vers de terre sont quand même les vers de terre, les larves, les vers, tout ça, c'est quand même quelque chose de très important pour la survie parce qu'ils apportent beaucoup de protéines. Les insectes, c'est la même chose. Excusez-moi, j'ai vraiment chaud. Et donc voilà. Après, sinon, il y a les cactus. Les cactus sont très connus des survivalistes, mais tous ne sont pas comestibles. Alors, pourquoi? Déjà parce que il y a certains cactus qui ont des enzymes dans à l'intérieur de leur chair, qui fait que si jamais on les mange, elles peuvent être toxiques pour notre corps, et donc au final nous faire plus de mal que de bien. Donc certains cactus, je sais que les cactus des westerns, ceux qui se tiennent comme ça, d'un genre comme des humains, je sais que ceux-là sont comestibles, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont facilement reconnaissables. Mais après, je sais que les autres, moi personnellement, je toucherai qu'à ceux-là, les autres j'y toucherai pas. Alors pour couper un cactus, c'est très mou un cactus, hein, il suffit de donner un grand coup d'épée dedans. Si vous voulez pas le salir, parce que quand un cactus tombe dans le sable, après, vous allez bien sûr avoir plein de sable sur votre cactus et c'est pas très bien pour le manger. Donc vous mettez une feuille de papier, n'importe quoi, une grande feuille de papier, un grand film plastique, n'importe quoi qui protégerait le cactus de tomber dans le sable. Et donc et vous coupez votre cactus. Alors après, pour couper le contour, il vous suffit de racler le contour du cactus avec un couteau pour enlever toutes les épines et la peau. Un cactus peut se faire cuire aussi si jamais on a déjà de l'eau mais qu'on a besoin d'énergie pure. On peut le faire cuire, ce sera bien meilleur parce qu'un cactus c'est dégueulasse. Ça a vraiment un goût pourri et en le faisant cuire ce sera déjà bien meilleur et donc ça se mangera mieux. Sinon après on peut désinfecter les aliments et l'eau. Alors les aliments et l'eau, il y a toujours la même manière de désinfecter quelque chose comme ça, c'est en les faisant cuire à une très haute température, c'est-à-dire dans le feu. Donc quand vous faites cuire, quand vous n'êtes pas sûr, excusez-moi, de la provenance d'une eau, vous la faites bouillir. C'est le meilleur moyen de la désinfecter. Donc vous la laissez décanter d'abord, c'est-à-dire que vous la laissez reposer de 1 heure à 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir soif tout de suite. Et après, l'eau qui restera au-dessus,
sera toujours contaminé, mais tous les débris, la boue, toutes les choses comme ça sera mis au fond du verre ou du bol. Et donc au final, vous pourrez utiliser le dessus de l'eau et vous le faites bouillir. Donc à ce moment-là, l'eau sera potable. Je vous dis pas qu'elle aura aucun goût, je vous dis qu'elle sera potable. Après, pour les aliments, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr que... par exemple, vous avez posé un collet, vous ne le retrouvez pas, et vous le retrouvez 2 jours après avec l'animal qui est là. Et vous n'êtes pas sûr qu'il est mort il y a 10 minutes. Et ben à ce moment-là, il vous faut absolument les faire cuire. Donc on peut manger les animaux crus, c'est vrai que c'est pas délicieux, mais quand on est dans le besoin, et ça garde toutes les valeurs nutritives d'un animal de le manger cru. Manger cru garde la plupart des valeurs nutritives et surtout ne rien jeter, comme je l'avais dit dans mes premières vidéos. Tout se mange, tout peut servir. Enfin les boyaux et tout ça, ça se mange pas. Ça peut pas servir, l'estomac, les boyaux. Mais après tout le reste, le cœur, le foie, les testicules, tout ça, ça se mange. La peau, ça peut servir pour faire un récipient, ça peut servir pour vous tenir chaud, ça peut servir pour faire une capuche, ça peut servir pour tout. Ça peut servir pour faire n'importe quoi, ça peut même servir pour faire un garrot, pour faire un pansement, ça peut servir pour tout. Alors tout est utile. Sinon, il y aura... quand le pays sera vraiment dans la merde, tout le monde va courir dans tous les sens, ce sera le bordel. L'humain est con en général, la race humaine est conne. Et donc on va tous se friter, se taper sur la gueule, et au final ce sera le bordel. Donc à ce moment-là, la monnaie n'aura plus aucune valeur, parce que l'argent, tout sera volé, donc l'argent n'aura vraiment plus aucune valeur. Ça sert plus à rien de garder vos milliers et vos milliers chez vous, sous votre lit. Ça sert plus à rien, ça aura plus aucune valeur. Alors je vous conseille, avant que ça pète vraiment fort, de... Attendez, excusez-moi, ça me fait un petit peu mal au doigt de garder le téléphone comme ça. Alors, je vous conseille de vite, avant que tout soit terminé, d'acheter le plus de médicaments possible. Les médicaments seront très utiles pour le troc. Les briquets, les allumettes. Je vais vous citer la plupart des choses qui seront pratiques pour le troc. Les briquets, les allumettes, les filtres à eau, même les filtres de cafetière, pas de cafetière, de... Merde, comment ça s'appelle, on va dire pichet, de pichet à eau. Vous savez, il y a des pichets qui ont des filtres. Alors même ça peut être très bien pour le troc. Sinon après, il y a quoi d'autre? Donc les sources de feu. Si vous avez un surplus de bouffe, vous pouvez, si vous êtes sûr que vous n'allez pas le manger, parce que c'est-à-dire que soit vous détestez ça vous fait gerber plus qu'autre chose, ou bien vous en avez trop, c'est-à-dire que vous n'allez pas le bouffer avant qu'il pourrisse, et bien vous pouvez l'échanger. Alors le café, le cacao, le sucre, le sel, le poivre, tout ça, ça sera aussi des choses qui vont très très bien s'échanger, parce que les gens, la plupart des gens ne supporteront pas de manger sans goût, quoi. Donc voilà. Sinon après, les dynamos restent les meilleurs moyens de s'éclairer, de faire tourner un moteur. Les dynamos, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique, ce sont des systèmes électriques qu'en tournant avec notre main une manivelle, on recharge la batterie. Bon, c'est sûr que c'est pas éternel. C'est vraiment une ressource, c'est renouvelable, mais c'est pas éternel. Au bout d'un moment, une dynamo, ça s'explose, ça pète. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont abandonné en quelque sorte ce système, parce que ça fonctionne pas très bien. Et donc voilà, les lampes dynamo sont très bien pour s'éclairer. Ça aussi, ça coûte pas cher. Une petite lampe dynamo de merde qui va tenir 2 mois, et ben ça coûte pas cher, ça doit coûter dans les 3 à 5 euros. Et ça peut au niveau du troc, ça peut vraiment valoir très cher. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'eau, on peut recevoir une bouteille d'eau ou 2 bouteilles d'eau pour une dynamo. Après, ça tout dépend des stocks de la personne avec qui on va faire du troc. Et je parle beaucoup de partir. C'est vrai que moi, si jamais il y a une catastrophe, je me vois partir. Je veux pas rester chez moi, parce que je me vois partir pour me débrouiller seul. Alors après, c'est vrai qu'il y a les possibilités où on doit rester à la maison au moins
au moins 2 semaines à 1 mois avant d'être obligé de partir. Alors c'est vrai que essayer de rester à la maison, c'est une bonne option. J'ai regardé quelques vidéos de survivalistes qui parlent de rester chez soi. Et c'est vrai que c'est une bonne option parce que chez soi on est en sécurité. Si on arrive à bien barricader sa maison, à avoir quelques amis qui vivent avec nous et donc qui font des rondes à tour de rôle pour protéger la maison, c'est très pratique. Et donc c'est quand même une bonne option de rester à la maison, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on assume qu'il n'y ait plus de courant, parce que c'est vrai que quand on est chez soi, on a l'habitude tout de suite frigo, micro-ondes, des choses comme ça. Donc après, le voir sous son nez, comme ça, et ne pouvoir rien faire avec, c'est-à-dire qu'on pourra récupérer le verre du micro-ondes pour en faire un plateau, pour chauffer des trucs, on pourra peut-être récupérer quelques câbles électriques pour essayer de bricoler une lampe ou quelque chose comme ça, mais on pourra pas faire grand chose quand même. Il y aura toujours les plaques de fer, il y aura les choses comme ça, il y aura beaucoup de choses à récupérer, mais il faudra savoir vivre avec. Et moi je sais que si jamais je vois toute cette ancienne, on va dire, disponibilité sous mon nez, ça va me faire péter un câble. Donc il faut que je parte loin de toute civilisation. C'est le meilleur moyen de survivre. Alors on peut amener quelques personnes, hein. C'est vrai que je parle beaucoup de me débrouiller seul, mais la débrouille en solo n'est pas toujours la meilleure des solutions, parce que se débrouiller en solo veut aussi dire réduire ses chances de survie. Parce que si on se débrouille tout seul, c'est sûr qu'on va pas survivre on va survivre moins facilement que si on est à 3, 4. Mais le truc c'est que après il faut trouver un bon emplacement, parce que si on est à 3 ou à 4 et que on trouve personne pour on va dire les personnes qui sont avec vous, elles sont pas qualifiées, elles savent pas faire leurs affaires, elles savent pas se débrouiller seules, vous êtes obligé de vous partir pour partir chasser, des choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant, parce que ça peut vraiment entraîner des conflits et au final des bagarres qui peuvent mal se terminer, donc la mort d'une personne à qui vous êtes accroché. Et c'est pour ça aussi que je préfère partir en solo, parce qu'en solo on ne s'accroche à personne. Donc comme on est accroché à personne, si cette personne meurt, par exemple, c'est sûr qu'au début j'essaierai de partir avec ma famille et le plus de personnes possible. Après, c'est vrai que si jamais il meurt, ça va me faire un choc. C'est normal. On s'est attaché à ces personnes, on les aime, et si elles meurent, ça va nous faire un choc émotionnel. Et il faut pas se laisser prendre par ce choc, parce que la déprime, 2 jours de déprime peut nous faire mourir. Surtout en cas de survie. Enfin, surtout en cas de survie. En cas de survie. Parce qu'il y a des gens qui se sont laissés mourir à cause d'une personne qui est morte dans leur famille. Bon, ça je trouve un petit peu con. Mais chaque personne a son quota d'émotions internes. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà. Donc, c'était juste pour faire une petite vidéo mix. Je sais pas encore de quoi va parler ma prochaine vidéo. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai regardé pas mal de vidéos et qu'il y a pas mal de survivalistes qui disent beaucoup de conneries. C'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment des survivalistes, puisque justement ils disent beaucoup de conneries. Comme une certaine vidéo où un gars parle de survivre en territoire zombie. C'est vrai que ça peut toujours arriver et cette bactérie existe, hein. Il disait pas des conneries sur ce coup-là. Mais c'est vrai qu'il disait survivre. Survivre, c'est pas seulement se battre. Il faut aussi apprendre à trouver un refuge contre les zombies. C'est-à-dire une prison ou quelque chose de barricadé et de vraiment très très dur à entrer. Fuir les hôpitaux, ça il l'a dit. Mais c'est pas tout ce qu'il faut faire, quoi. Il y a toujours les prisons. Les prisons sont toujours les meilleurs endroits pour se planquer. Mais il faut d'abord décimer toute la prison, ou bien se réserver un petit endroit et se barricader dans cet endroit. Donc voilà, je n'étais pas là pour parler de zombies, donc on va terminer sur ça. Allez, bye tout le monde.